tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Précarité de l'emploi au Bénin comme appât majeur pour attirer les investisseurs étrangers vers la destination Bénin. Patrice Talon, à la tribune officielle, lors du sommet G20 Afrique à Berlin, en Allemagne, l'aura brandi tel un précieux trophée de guerre au parterre d'invités de marque sur place. Le coup médiatique se révélera quelques minutes après un véritable pavé dans la mare. Une injure à tout un peuple s'indigne plus d'un. Citoyens lambda, défenseurs des droits de l'homme et des droits fondamentaux, tous y voient une aberration. L'apologie, disent d'aucuns, du capitalisme sauvage, de la répression syndicale et de la précarité. Aux nombreuses voix d'anonymes s'ajoutent désormais celles d'universitaires et autres personnalités dont Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien chef d'État béninois et vice-président du Forum des anciens chefs d'État et de gouvernement d'Afrique. Tous appellent à une gouvernance plus humanisante. Série de réactions suite à l'allocution de Patrice Talon au sommet G20 Afrique, veine polémique ou un débat essentiel. Il s'agit bien, mesdames, messieurs, du thème au menu de votre émission du jour. Un juriste et un consultant en management des organisations pour l'instant. Analyse. À ma gauche, il est Kofidia, enseignant en droit de travail. Il est juriste, analyste politique. Il est Kofidia. Bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Merci de répondre à notre invitation. Merci partagé. En face de vous, et là non, docteur Fidèle Sonon, consultant en management des organisations, l'homme, une fois encore, s'est plié en quatre pour répondre à notre invitation, si tu n'es pas gagné d'avance. Docteur Fidèle Sonon, bonjour. Bonjour Joël Yetonji. Bonjour à nos téléspectateurs aussi. Et vous répondre à leur façon. Un plaisir énorme de vous savoir une fois encore disponible. Participation du président Patrice Talon au G20. Une sortie qui, jusqu'à présent, continue, mesdames, messieurs, de faire couler assez d'encre et de salive. Une aubaine pour le Bénin de mieux se faire connaître et d'attirer les investisseurs vers la destination en Bénin. La mayonnaise qui, au départ, plutôt, a semblé prendre vers la fin, a dû tourner presque au vinaigre. 4 minutes d'intervention pour être exact, mais 1 minute qui aurait fait tout tourner à la renverse. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre ce dont il est question, nous allons, mesdames, messieurs, vous inviter à suivre le pan de l'intervention du chef de l'État qui continue jusqu'à présent de faire couler assez d'encre et de salive. Avec la complicité de la régie, nous allons vous inviter plutôt à suivre cet élément. Puis après, chers invités, nous allons revenir sur ce plateau pour l'instant analyse. La régie. Une loi nouvelle sur les conditions d'embauche dérégule désormais au Bénin le recrutement et simplifie la rupture du contrat de travail. Aujourd'hui, les entreprises ont la possibilité de recruter sur contrat de travail à durée déterminée, renouvelable, quasi indéfiniment. Le montant des indemnités à payer en cas de licenciement au Bénin est désormais plafonné à 9 mois de salaire, quel que soit le motif du licenciement. Nous venons également de mettre en vigueur une réforme du droit de la grève qui limite la durée totale de grève au Bénin à 2 jours maximum par mois et à 10 jours maximum par année. Ces mesures, difficiles sur le plan social, sont indispensables pour l'investissement privé. Là, monsieur, oui, il s'agit là de l'intervention qui, depuis, tourne en boucle sur les réseaux sociaux et qui ne cesse d'alimenter la polémique. 58 secondes d'intervention top chrono, peut-on dire, mais qui continue de faire dresser les cheveux sur la tête. Fidèle Sonon, docteur en management des organisations, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce qui s'apparente plutôt à un dédain, une désapprobation presque générale par rapport à la posture du chef de l'État. Tant le contenu du discours sur le terrain est quand même vrai. C'est désormais la réalité des Béninois. Oui, merci. Je crois que malgré toute la déférence que j'ai pour le président de la République, je suis obligé de reconnaître qu'il y a là une gaffe, ce que je pourrais appeler une gaffe communicationnelle. Parce que vous-même, vous l'avez dit, dans son discours, il a dit des choses très intéressantes. La réforme foncière, par exemple, etc.
d'excellentes choses qui pourraient attirer un investisseur. Encore qu'il y a d'autres choses qu'il aurait pu dire, qu'il n'a pas dit. Mais le point essentiel ici, c'est comme si il a tout gâché, enfin. Parce que la question, c'est de savoir, est-ce qu'il était obligé d'évoquer ces aspects pour attirer des investisseurs? Il y a comme une gaffe communicationnelle parce que, à la décharge du président, il avait une très bonne intention, c'était de vendre son pays. Mais il y a, comme vous le savez, en communication, l'objectif de la communication est finalement le rendu, ce qu'il voulait communiquer et ce qu'il a finalement communiqué. Il ne voulait pas apparaître, comme le dirait l'autre, le chantre de la répression syndicale et de la précarité de l'emploi. Mais c'est ça, finalement, que les gens ont retenu. C'est pour cela que je parle d'une gaffe communicationnelle. Et je voudrais faire une analogie. C'est comme une femme qui veut communiquer sur la fidélité de son mari, qui a pris quelques minutes à dire depuis quelques années, depuis quelques mois, mon mari est resté fidèle, et vers la fin dit, mais vous savez, j'ai dû prendre des mesures, je lui ai fait un caleçon en acier et j'ai cadenassé et j'ai la clé avec moi. Alors finalement, on dit, mais waouh, mais en définitive, votre mari n'est pas fidèle. Ce qu'elle communique en ce moment, ce n'est ni en faveur de son mari, ni en sa faveur, parce qu'elle n'a pas de résultat de fidélité véritablement. Et en plus, son mari apparaît comme un homme dangereux. Parce que si il faut aller prendre toutes ces mesures pour que le mari soit fidèle, en définitive, le mari n'est pas fidèle. Et donc, la perception que les investisseurs ont des travailleurs au Bénin, mais c'est que c'est de gros flemmards. Et on a été obligé de prendre ces mesures. Or, ce n'est pas forcément ce que le président de la République voulait communiquer. Et je vais finir pour dire que ces genres de gaffes communicationnelles, moi, je les constate de plus en plus ces derniers temps. Et je vais vous faire une petite diversion utile. Ces derniers jours, j'ai vu dans les médias proches du pouvoir en place que le Bénin, après le verdict de 20 ans d'emprisonnement copé par M. Sébastien Javot, j'ai entendu dire et écrit, j'ai lu que le Bénin désormais ne sera plus une plaque tournante de la drogue, du trafic de drogue. Et je me suis dit, mais qui a dit que le Bénin est une plaque tournante de la drogue? Est-ce qu'on fait de l'autoflagellation pour pouvoir atteindre un objectif? Donc voilà ce que moi je continue d'appeler gaffe communicationnelle, et il y en a beaucoup d'autres. La police a réussi à fermer 10 débits de boissons, etc. On ne communique pas sur des choses négatives pour avoir des choses positives. Donc je crois que sur la forme, il y a un problème. On pourrait aussi aller parler de la posture même du président de la République, mais je pense que fondamentalement, il y a un problème de communication, il y a une gaffe qu'on pourrait dénoncer. Oh oui, il est Kofi Dia, c'est votre quotidien. Le message du chef vous a sans doute interpellé plus d'une fois, et je vous imagine devant vos élèves. Mais avant d'en arriver au contenu, c'était un message qu'on aurait dû éviter carrément? Non, pas devant mes élèves, mais devant mes étudiants. Ah oui, devant vos étudiants, oui. Lorsque mon vis-à-vis dit que le contenu du discours tenu par le président de la République à Berlin devant les 20 pays les plus industrialisés est intéressant, je me porte en faux contre cette affirmation. Il n'y a rien d'intéressant. C'est plutôt une abomination communicationnelle. Non, vous ne direz pas rien d'intéressant. Je vous dis rien d'intéressant. Soyez un peu positif. C'est une abomination communicationnelle. Le président a parlé de la réforme foncière. Et de la course pour une énergie pour tous. Et ça, il faut constater depuis un certain temps, oui, l'énergie est disponible. Et ça, c'est important pour un investisseur. Le sujet sur lequel il a souri, parce que la salle l'a accompagné, alors que ces investisseurs se moquaient indirectement de lui, parce que si tu veux nous inviter à venir, ce n'est pas en limitant le droit de grève et en rendant le CDD qui était payé précaire, plus précaire, qu'on va venir. Non, ces investisseurs ne sont pas... Non, laissez-moi finir. Oui, vous allez vers un peu le fond, mais je veux savoir, est-ce que le chef n'a pas été plutôt... Le ton est péremptoire. Regardez le sourire, l'aisance.
Regardez l'habileté. C'est-à-dire le déficit n'est pas que communicationnel. On ne peut pas seulement jeter l'anathème sur ceux qui ont rédigé ce discours pour plaire au chef. Le chef a pris le discours comme étant sa propriété. Il vit le discours. C'est sa volonté qui est exprimée. C'est comme si il a dicté les mots et les phrases. Donc, vous faites mal une analyse en disant que c'est ceux qui l'ont rédigé, le déficit est autour de... Non, il est blâmable. Il aurait pu éviter. Il aurait pu éviter de procéder comme ça. On sent qu'il est fier de ce qu'il lit, de ce qu'il dit. Est-ce que ce n'est pas et c'est comme ça, il veut voir. Il est confident. Est-ce que ce n'est pas à son actif de pouvoir dire la réalité de chez lui? Une réalité qui laisse appréhender une déshumanisation par le droit de la société béninoise. Regardez combien de chaînes ont désapprouvé la chose. Parce qu'on s'attendait à tout sauf à ça. Regardez, des chaînes comme Sika TV, c'est l'OETB qui m'a permis en premier de réaliser que le président de ma République vient de faire une gaffe communicationnelle à Berlin, la vitrine du monde entier, devant les pays les plus industrialisés. Et c'est d'abord la maison justice que recherche l'investisseur. On va entrer en... Oui, la maison de justice, c'est quoi le lien avec un dossier comme celui-là? Mais l'investisseur a besoin de 3 choses. Oui. Une stabilité juridique. Ce qui est accordé. Une sécurité de ses capitaux. Oui. Qu'est-ce qui est accordé? La stabilité juridique est accordée? Vous avez suivi le chef? Non, la justice au Bénin et aux ordres. Ne dites pas ça. La justice au Bénin et aux ordres. Non, la justice. C'est un constat, ce n'est pas mon point de vue. C'est un constat, c'est du vécu. Ou bien vous n'êtes pas au Bénin. Vous faites semblant de ne pas être au Bénin. C'est ce que les gens disent. La justice au Bénin, à ce jour, notamment au quotidien, notamment à la rupture et aux ordres. Et la dernière chose que recherche l'investisseur, c'est la sécurité de ses capitaux. Donc, je viens investir, et lorsque je ne suis pas, je viens investir dans un secteur où je deviens concurrent à vous, je deviendrai un délinquant que l'on pourra jeter en prison, c'est ça? La sécurité de ces capitaux, vous n'allez pas sur ces terrains, vous allez sur des terrains qui n'ont rien à voir avec ce qui peut allécher, ce qui peut attirer, ce qui peut amener l'investisseur au pays. C'est pourquoi ils ont ri. C'est pourquoi ils ont ri. Et lui, dans l'ignorance, a accompagné le riz en pensant qu'il était dans le vrai. Il était dans le vrai. C'est ridicule. C'est pourquoi il dit que c'est une abomination. J'ai une honte. Moi, j'ai honte d'être béninois à l'instant là où j'ai suivi le discours. Souffrez que je vous le dise. Monsieur Kofi-Dia a dit quelque chose sur lequel je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que le président de la République aurait pu éviter ces 2 points-là sur la limitation du nombre de jours de grève, etc. Parce que, j'insiste pour dire, il a dit d'autres choses qui pourraient effectivement attirer des investisseurs. Mais ça, honnêtement, il y a matière à redire là-dessus. Et on pourra rentrer dans les détails après. Fidèle Sonon, je suis un peu surpris quand je vous entends parler ici, dire qu'il aurait pu se passer... de relater ces faits qui sont quand même des réalités des Béninois depuis quelques temps. Je dis surpris parce que, oui, le management des organisations, c'est votre quotidien. Mais en vous mettant dans la peau d'un investisseur, ne seriez-vous pas heureux d'apprendre que vous pouvez aller investir quelque part où, peu importe la faute de l'employé, lorsqu'il sera question pour vous de le dédommager, vous n'avez qu'à le dédommager qu'à hauteur de 9 mois de salaire. Ça vous rassure pas? Non, honnêtement, comme le disait M. Kofi-Dia, ce n'est pas ça qui me rassure. Au contraire, ça m'inquiète. Ah bon? C'est un peu comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Je penserais que votre mari est capable d'assaut sexuel lorsque vous dites que vous êtes obligé de lui mettre un caleçon en fer. En fait, en tant qu'investisseur, je vais penser, mais qu'est-ce qu'il y a de si grave pour qu'on soit obligé de limiter, pour qu'on soit obligé de dire que quel que soit le motif, on ne paiera que au maximum, la réparation ne peut être que de 9 mois maximum. Ça veut dire qu'il y a un problème de fond. Vous savez, M. Yetondi,
une entreprise, une organisation en général fonctionne exactement comme l'organisme humain. Et à l'instar des médecins qui font un diagnostic, nous aussi on fait des diagnostics. Et lorsque vous passez votre temps à traiter les symptômes d'un mal au lieu des causes réelles du mal, vous n'avancez pas fondamentalement. Et c'est pour cela que je dis, par exemple, sur l'aspect du plafonnement de la réparation, effectivement, il y a problème. Et on peut faire des contre-propositions. Donc, le problème, c'est que vous allez faire une publicité sur ce que moi, je pourrais appeler une mauvaise loi. La loi, elle est mauvaise. Et ça, on peut en parler dans les détails. On y est, oui. Alors, pourquoi vous me dites que, quel que soit... Parce que le titre de cet article dit exactement « licenciement abusif ». C'est le titre, c'est l'article 30. Licenciement abusif. On dit, quel que soit le motif, maximum, minimum 3 mois, maximum 9 mois. Moi, je dis, c'est abusif. Pourquoi? Parce que cela veut dire que quel que soit le motif, si par exemple l'employeur exerce un harcèlement sexuel sur une femme, et c'est de ce fait que on licencie la femme, même si elle a fait 25 ans de service, elle n'aura que 9 mois maximum de salaire comme réparation. Là, il y a problème. Et je vais plus loin. Vous allez choisir l'extrême. Il paraît, les investisseurs sont souvent des hommes vertueux. Non, justement. Écoutez, on ne peut pas compter sur la vertu des gens. C'est pour ça qu'il y a des lois pour frapper. Moi, je crois que on pourrait, par exemple, faire en sorte que cela soit fluctuant. C'est-à-dire, cela peut dépendre du nombre d'années que vous avez exercé dans cette entreprise, mais cela devrait absolument dépendre aussi de votre niveau de salaire. Parce que lorsque je gagne 5 millions de francs CFA et vous me donnez 9 mois de salaire, ce n'est pas la même chose que lorsque je gagne 200 000 francs CFA et vous me donnez 9 mois de salaire. Ça veut dire quoi? Cette loi rend davantage plus fragile, les plus démunis, donc les plus défavorables. Et quand vous dites ça, oui, je suis... Donc, ce devrait être en lien avec le niveau de salaire. Donc, on pourrait dépasser bien 9 mois pour dire lorsque le salaire... Il faut préciser, je ne vous interromps pas, nos téléspectateurs, que le SMIC au Bénin est à 40 000 francs, qui n'est pas forcément payé par certains employeurs. Et quand vous parlez de 200 000, 5 millions, vous faites rêver beaucoup. Il y en a dont le salaire tourne autour de la trentaine de mille. CFA, s'il vous plaît. Et 200 000, c'est plus qu'une aubaine. Vous pouvez continuer. Oui. Par contre, sur la question de CDD, parce que personnellement, je pense que le problème ne se situe pas au niveau de CDD, CDI. Parce qu'il faut quand même reconnaître un certain nombre de réalités dans notre pays. Un contrat à durée déterminée, ce n'est pas un contrat permanent. Comme le terme agent permanent de l'État. En définitive, lorsque vous regardez même un agent permanent de l'État, mais c'est un contrat à durée déterminée, puisque de toutes les façons, on dit bien que c'est soit 30 ans ou 35 ou 36 ans. La vie est suffisamment grave. Non, j'en viens. Vous aurez le temps de développer la parole. Vous aurez la parole tout à l'heure. Vous aurez le temps de revenir là-dessus. Vous savez, moi je suis habitué au système nord-américain. J'ai travaillé pendant longtemps, pendant des années en Amérique du Nord. Vous pouvez avoir un contrat à durée déterminée, renouvelé plusieurs fois et fait 35 ans. Donc la question n'est pas au niveau de CDD, CDI. La question au niveau de la sécurité de l'emploi. Et lorsque vous avez un environnement où il y a beaucoup d'emplois, vous avez la flexibilité de l'emploi et donc vous pouvez passer d'un employeur à un autre. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas aussi souvent. Lorsqu'on parle de la flexibilité de l'emploi, ce n'est pas seulement dans l'avantage de l'employeur, c'est aussi dans l'avantage de l'employé. Parce que ça veut dire aussi que j'ai la capacité de quitter
très facilement mon employeur. Oui, lorsqu'on le dit, Fidèle Sonon, cela suppose que l'environnement est tel que, oui, quand vous quittez un emploi, vous avez la possibilité de déposer vos valises ailleurs. Et pour un bien Donc, mieux. c'est la question. Mais le contexte du Bénin, il paraît que c'est bien loin de cette réalité. Non, justement, donc c'est plutôt le problème que nous devons travailler à régler. Et non nous en tenir aux terminologies de CDD, donc durée déterminée, et CDI, durée indéterminée. Parce que si nous lisons la loi, un contrat à durée indéterminée, mais c'est un contrat relativement fragile aussi, qu'on peut casser à tout moment. La loi le dit. On revient là-dessus. Rentrer dans les détails. Oui, il est Kofi Dja, la question de l'emploi de travailleurs sur contrat à durée déterminée, mais aussi la question du licenciement. Deux aspects que votre vis-à-vis a évoqués, l'un comme l'autre, semble vous interpeller. Non, je ne sais pas pourquoi, depuis un certain moment, le Bénin fait des bons en arrière, notamment en termes de législation. Et vous savez, en matière du travail, il y a un problème qui s'est posé, le déséquilibre flagrant qui existait entre le rapport employeur-employé. Donc, jadis, l'employé était considéré comme étant un pot de fer, et l'employeur, autant pour moi, comme un pot de fer, et l'employeur un pot de terre. Et le législateur est venu niveler, donc égaliser un peu les rapports. En quoi faisant? En protégeant plus le salarié. Et en protégeant le salarié, il a évoqué deux différents types de contrats, à savoir le CDD. C'est pourquoi ce que le bon vis-à-vis dit ne me plaît pas du tout. Allez lire tous les ouvrages de droit. Le CDD, donc le contrat à durée déterminée, c'est un contrat précaire, atypique et particulier. Le terme est fixé. On est d'accord? Et l'employeur peut se séparer de vous à tout moment. Et comme c'est précaire, le législateur a prévu les cas dans lesquels on peut y faire recours. La tâche doit être précise et déterminée à l'avance. Les cas dans lesquels on va y faire recours, le législateur l'a précisé. Que l'on vienne aujourd'hui dans mon pays, en 2021, à rendre légal ce CDD ad vitam aeternam, je dis c'est une aberration juridique. Je vais continuer. Et c'est pour ça que je fais un parallèle en disant que le président de mon pays, il est riche. Personne ne peut le lui contester. Mais sa richesse, ses origines, on le connaît. C'est les méandres politico-financiers. S'il avait été un manager, un véritable, s'il avait un leadership international, et donc, connaissez-vous par exemple un groupe Talon? Non. Connaissez-vous une multinationale Talon? Non. S'il avait su ça, voyez-vous, il aurait pu penser la chose autrement. Il n'allait jamais gober ça, cette salade juridique. Dans la mesure où les investisseurs, ou du moins les entreprises internationales, privilégient le CDD pour maintenir plus au nom de la compétence et de l'expertise de leur employé, Donc, avec un CDD renouvelable, ad vitam aeternam, tel qu'ils le disent et ils le décrivent, et que mon vis-à-vis tente de justifier par une alchimie managériale, ça veut dire qu'on assisterait à un licenciement ad mutum. C'est-à-dire un licenciement qui repose sur un signe de colère. Et comme il a dit, sur un harcèlement, ton employeur fait quelque chose de vous, ne l'a pas. Déjà, le CDD vous rend, le terme salarié vous rend esclave. Je n'en suis pas sûr. Et je ne serai jamais le salarié de quelqu'un. Le salarié, c'est un esclave, en droit. C'est un esclave. Allez lire tout le temps, c'est un esclave. Et avec le CDD, il est pire qu'un esclave. Et vous rendez ce CDD-là ad vitam aeternam, et vous nous dites que, bon, c'est une bonne chose. Mais ceux qui ont pensé ce que mon vis-à-vis tente de le dire, ils ont déjà atteint un niveau de développement sérieux. Vous n'avez rien à offrir à vos citoyens. Vous ne leur donnez pas du job. Et vous simplifiez, regardez, vous simplifiez la rupture du contrat au lieu de consolider le contrat de travail lui-même. Mais vous êtes alors l'ami des investisseurs et l'ennemi de votre peuple. Arrêtez. Vous avez fait Fidèle Sonon. Oui, moi, je trouve dans vos analyses que les idées semblent se rejoindre. C'est à croire que le Bénin rêve gros, mais au même moment semble mettre la charrue avant les bœufs. Il a fallu qu'on anticipe sur un certain nombre de préalables, quand je suis plutôt les raisonnements. À l'heure où on en est, est-ce qu'on a encore la possibilité de faire marche arrière? Ici, la réflexion est celle-là que je viens de décrire, Fidèle Sonon. Certainement. Moi, je parlais tout à l'heure d'une mauvaise loi. Et donc, moi, c'est plutôt la loi qu'il faut aller voir. Moi, ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train
de faire l'apologie du contrat à durée déterminée. Ce n'est pas de ça que c'est pas cette apologie que je fais, mais j'appelle les gens à ne pas avoir peur du contrat à durée déterminée. Parce que le problème n'est pas là. Si nous prenons la loi aujourd'hui telle que c'est, il est bien dit, le contrat à durée indéterminée. L'article 11 dit bien, le contrat à durée indéterminée est celui dont le terme n'est pas fixé à l'avance et qui peut cesser à tout moment par la volonté de l'une des deux parties. Où est l'assurance là, en définitive? Que ce soit le contrat à durée déterminée ou le contrat à durée indéterminée, il y a possibilité de rompre le contrat. C'est plutôt les conditions de rupture qu'il faut aller voir. C'est plutôt l'assurance de l'emploi qu'il faut aller discuter et non se cantonner au terme CDD, CDI. Parce que, personnellement, je pense, et même les banques font cette erreur, de mon point de vue. Lorsque vous présentez un contrat à durée indéterminée, on est plus enclin à vous prêter de l'argent, à vous passer de l'argent, que lorsque vous présentez un contrat à durée déterminée. Alors que oui, même le contrat à durée déterminée, lorsque l'employeur vous licencie de façon abusive, il est obligé, si vous avez un contrat de 5 ans et que vous n'avez fait que 2 ans et que l'employeur vous licencie de façon abusive, il est obligé de vous payer le reste en droit béninois. Sauf la nouvelle loi. Monsieur Kofi Dia, je voudrais expliquer que ce soit le contrat à durée déterminée, que ce soit le contrat à durée indéterminée, on peut mettre fin au contrat à tout moment. C'est ce que la loi dit. Et je ne suis pas juriste, mais je sais lire la loi. Je ne sais peut-être pas interpréter la loi autant que mon vis-à-vis, mais je sais lire la loi. Et ce que la loi me dit ici, c'est que je peux me séparer de mon employé, même si c'est un contrat à durée indéterminée. Donc, il ne faudrait pas qu'on s'attarde sur les terminologies de déterminé ou non déterminé. Le problème, c'est lorsque je veux me séparer de mon employé, quelles sont les conditions? Et c'est là où, moi, je disais que ce plancher de 9 mois, on pourrait revoir ça de sorte que cela protège et l'employeur et l'employé. Parce qu'en définitive, n'oublions pas, ce que nous cherchons, c'est qu'il y ait plus d'emplois. Et qui sont ceux qui amènent les emplois? C'est les employeurs, c'est les créateurs d'entreprises. Donc, la surprotection de l'employé n'est pas forcément une très bonne chose. Il faudrait qu'on y veille. Il a parlé d'équilibre. Je suis d'accord avec lui si c'est un équilibre, mais attention, il ne faudrait pas qu'on aille à la surprotection. Je ne dis pas qu'on est dans un cas de surprotection au Bénin, mais j'essaye simplement de clarifier pour dire que nous ne devons pas avoir peur du terme CDD. C'est beaucoup plus les conditions de l'emploi, comment on se sépare, comment on embauche, qu'est-ce que la flexibilité qui entoure l'emploi que nous devons rechercher. Oui, il est quotidien. Dans un passé récent, en droit béninois, la règle, c'est le contrat à durée indéterminée. L'exception, c'est le contrat à durée déterminée. Pourquoi, M. Dia? Parce que le contrat à durée déterminée présente une précarité diabolique. Le contrat à durée déterminée ne protège pas le salarié. Le contrat à durée déterminée, laissez-moi finir, le contrat à durée déterminée donne la possibilité à l'employeur de se séparer plus facilement de l'employé. Dans un contrat à durée indéterminée, il est difficile à l'employeur de se séparer de son salarié. La version que vous dites là, c'est la version rupturienne de la loi, du Code du travail. La version rupturienne. Et cette version, elle accompagne la non-volonté ou l'ignorance ou la méchanceté du pouvoir en place de ne mettre à l'abri que les employeurs. Non. Et là où nous faisons des bons en arrière, c'est que même la loi qui existait dans la division en deux du droit, le droit du travail était rangé dans le casier du droit privé. Vous savez pourquoi? Parce qu'on se disait que le rapport, le lien de droit, le ius vinculum, c'était entre employeur et employé. Donc, c'est un rapport privé. Et compte tenu du désordre et de l'abus de l'employeur, le législateur est intervenu. Et aujourd'hui, on ne met plus le droit du travail dans le casier du droit privé, mais on le met dans le casier du droit public, parce que le législateur est intervenu pour
égaliser les rapports. Mais là, maintenant, notre législateur à nous est en train encore de distancer les rapports et met carrément l'employé dans un état de dépendance vis-à-vis de l'employeur. Et les termes utilisés pour caricaturer ou pour corroborer la chose ne sont pas du tout appropriés. C'est pourquoi, revenons dans le débat, c'est pourquoi je dis que pour investir, pour attirer les investisseurs, ce n'était pas la limitation du droit de grève, qui est un droit sacro-saint de façon universelle, ni la simplification de la rupture du contrat qu'on doit vendre aux investisseurs. Là, je suis d'accord. Au nom de quoi vous allez simplifier la rupture du contrat? Donc vous donnez alors une arme fatale aux employeurs, d'abattre les employés autant qu'ils peuvent, c'est-à-dire de les licencier à tout moment, le matin comme de jour. Alors on sait que les investisseurs, dans la plupart des cas, ne sont pas des hommes vertueux. Elles ne sont pas vertueux. Vous sacrifiez alors les femmes d'autrui. Et ta femme aussi, tu l'as sacrifié. Non, ça, ta femme en tant que salariée, tu l'as sacrifié. Ta femme en tant que salariée aussi est sacrifiée. Le harcèlement, non, les femmes... Mais entre l'homme et la femme, dans la peau du salarié, entre les deux, lesquels sont les plus exposés? Ce sont les femmes. Oui, ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Et je ne permettrai pas cela. Je ne permettrai pas cela. Je vais dénoncer ça jusqu'à la dernière minute. Même derrière les barreaux, je vais dénoncer ça. Il est Kofi-Dia. Oui, la situation de l'employé a été évoquée, mais aussi la situation de l'employeur. Si aujourd'hui, vos regards sont que l'employé est beaucoup plus fragilisé avec ce qui existe aujourd'hui. L'employeur est déjà trop protégé. L'employeur est déjà trop protégé. Vous savez ce que l'employeur assure l'employé? Le lien de subordination. L'employé répond aux ordres, aux directives données par l'employeur. Donc l'employé est un esclave déjà a priori. Et vous lui demandez d'être un esclave a posteriori. Maintenant aujourd'hui, vous lui demandez d'être un esclave a fortiori. C'est en cela que c'est antisocial. On vous comprend, on va évoluer comme vous l'avez souhaité dans le débat. La situation des employeurs, des employés évoqués, leur dépendance soi-disant, mais aussi la question de la sécurité de l'investisseur. C'était au fait l'idée que le chef de l'État a voulu vendre. Il est Kofi-Dia, Fidèle Sonon, vous devez être d'avis, c'est un peu de cela qu'il est question. Ce qui fait fuir parfois les investisseurs, c'est parfois aussi la pagaille observée au niveau de bon nombre d'États africains où la grève est brandie à tout vent, paralysant systématiquement les entreprises au point où on se demande si ça vaut encore la peine d'y rester. Au Bénin, depuis quelques mois, avec le législateur, l'idée a été trouvée. Est-ce qu'elle est géniale ou pas? En tout cas, la norme, depuis peu, est qu'il n'est plus permis d'aller en grève comme l'on veut. Et pour rappeler les propos exacts et ce qui est contenu dans le droit, la limitation du droit de grève se présente désormais comme suit: 2 jours de grève par mois, un minimum de 10 jours par an. Cela a arraché le sourire à l'auditoire, mais c'est aussi la réalité. Un sourire, est-ce pour approuver le bon fait par le Bénin ou en signe de désapprobation? Il est Kofi-Dia dit que les investisseurs ne sont pas vertueux. Là-dessus, on peut dire, il est Kofi-Dia, je vous pose en même temps la question, le chef de l'État n'a-t-il pas bien fait en évoquant cette question? Vous voyez, vous trouvez que c'est un sourire d'approbation. Pour moi, c'est un sourire ironique et de désapprobation. Je m'explique. Lorsque vous dites à des gens que vous avez la possibilité de venir investir chez moi parce que j'ai réussi à presque supprimer le droit de grève, on se demande alors mais où on est? Nous sommes dans un état de droit ou nous sommes tombés dans un état despote. Je vous ai dit tout à l'heure le rapport distant entre l'employeur et l'employé et l'effort que le législateur d'hier, c'est-à-dire avant la rupture, a fait pour rapprocher un peu les rapports. Mais vous dites maintenant à ceux-là que, bon, j'ai déjà fait le travail pour vous, je suis nègre, mais venez, je vous livre mes compatriotes. Et les ouvriers, vous pouvez vous en séparer, vous en séparer quand est-ce que vous voulez. Mais laissez-moi vous dire ceci. Ce sourire, le sourire des investisseurs, c'est un sourire inquiétant. Vous savez pourquoi? Ça veut dire que vous privez le salarié de la revendication de ses droits.
vous privez le salarié de la revendication de ses droits. C'est-à-dire, vous réduisez le salarié à cuillère. Mais est-ce que l'investisseur... Et le droit de grève, c'est un droit consacré. Et ça compte pour l'investisseur? Le droit de grève, ça compte pour l'investisseur? Le droit de grève compte pour l'investisseur. Pourquoi? Parce que si votre collaborateur direct n'a pas la possibilité d'exprimer ses inquiétudes, n'a pas la possibilité directe de pouvoir dénoncer un certain nombre de choses pouvant lui permettre d'assurer son bien-être, alors là, votre entreprise ne peut pas bien se porter. Lorsque l'employeur ne se porte pas bien, l'entreprise ne se portera pas bien non plus. Donc, il faudrait faire en sorte qu'on assiste à un certain équilibre entre les rapports entre employés et employés. Or, ce que l'on tente de vendre pour attirer les investisseurs, c'est de dire, j'ai réussi à faire qu'il y a un écart. Vous n'avez rien à craindre, vous pouvez abuser autant que vous pouvez mésuser, vous pouvez suruser autant que vous pouvez. J'ai réussi et vous êtes plus protégé que le salarié. Vous voyez, moi, en tant qu'enseignant de droit du travail, parce que c'est un droit que j'affectionne beaucoup, c'est pratique, ce n'est pas bien pour la République. Ce n'est pas bien pour la République. On ne peut pas retirer aux salariés la possibilité que lui a donné le législateur de revendiquer ses droits. C'est la vie. Non, est-ce qu'il ne faut pas voir ça sous l'angle fidèle seulement d'une discipline de groupe désormais adoptée et qu'on sait là qu'il est demandé simplement à l'employé d'anticiper sur les revendications et de prioriser le dialogue que de mettre tout aux arrêts et d'aller à la paralysie comme c'est souvent le cas? Oui, écoutez, moi je crois que là où on est gêné, c'est que ce gouvernement, rappelez-vous, avait voulu supprimer le droit de grève pour un certain nombre de corporations. Et finalement, ils ont plutôt encadré. C'est déjà mieux. Mais je continue de dire, qu'est-ce qu'on veut communiquer? Est-ce qu'on veut communiquer qu'au Bénin, l'environnement est bon pour l'investissement? Pourquoi aller communiquer sur le plafonnement du nombre de jours de grève? Est-ce que c'est un élément qui peut inciter un investisseur à venir au Bénin? Moi, je ne suis pas sûr. Il y a beaucoup d'autres éléments sur lesquels on pourrait se baser. Vous voulez dire que sur cette question, on aurait dû se taire? Honnêtement, on aurait dû ne pas évoquer ça parce que ça n'attire pas forcément un investisseur. Pourquoi je le dis? Oui. Parce que le fait de limiter le nombre de jours de grève, fondamentalement, cette limitation ne concerne qu'en majorité les fonctionnaires, ceux que nous appelons les agents permanents de l'État. Vous parlez à des investisseurs du privé, qui viennent investir dans le privé. Voilà. Dites-moi honnêtement, combien d'entreprises du secteur privé au Bénin font plus de 2 jours de grève par mois au Bénin? Dites-moi, combien sont-ils? Donc, moi, la question que je me poserais, c'est de dire, est-ce que c'était utile même de communiquer là-dessus? Combien les entreprises privées passent en relation avec l'administration publique par mois pour que la guéguerre que vous avez avec votre administration publique, que vous alliez utiliser votre réforme pour attirer les investisseurs. Et c'est pour ça que je disais il y a quelques mois ici, lorsque vous commettez l'erreur de communiquer abondamment et trop abondamment sur les réformes qui ne sont pas des résultats, mais des moyens, c'est ce qui arrive justement. Parce que vous communiquez sur des choses qui ont une connotation négative pour rechercher quelque chose de positif. Il faut communiquer sur le positif. Il faut communiquer sur le positif. Et il y a d'autres choses sur lesquelles on pourrait communiquer. On peut peut-être en arriver là, peut-être dans le plan de votre oui, on émission. En parlera tout à l'heure. Mais je voudrais insister pour dire que la question n'est pas au niveau, et là encore, je voudrais nuancer, un peu comme j'ai nuancé dans le cas de CDD, CDI. La question, ce n'est pas le nombre d'heures qu'on a travaillé ou pas. Parce que lorsque vous régentez comme ça, qu'est-ce qui va arriver? Et vous l'avez dit dans la revue de presse tout à l'heure. Lorsque vous régentez, oui, vous êtes là 8 heures par jour, aucun nombre de jours de grève, etc.
ce qui arrive généralement dans le monde de l'entreprise, des organisations, vous irez à ce que nous appelons le présentéisme. Le présentéisme, vous voulez que les gens soient là, ils sont là. Or, ce que nous visons, c'est plutôt la performance. Et vous ne liez pas le fait d'aller en grève ou de ne pas aller en grève à la performance. Non, c'est beaucoup plus d'aller au fond pour voir pourquoi est-ce que les gens vont en grève. C'est ça. C'est pour ça que je parlais de aller s'attaquer au mal, à la racine, au lieu de traiter les symptômes. Il ne faut pas traiter les symptômes. Traiter les symptômes, pour moi, c'est d'empêcher les gens d'aller en grève. C'est-à-dire, ça, c'est les symptômes. Vous traitez ça, mais il y aura contre-performance parce que vous contraignez les gens à être là. Et ils sont là. C'est le présentéisme. En 5 minutes, le temps est complètement parti. On me dit, oui. Oui, lorsque on veut impacter les investisseurs, tel que c'est le cas, si j'étais que du président de la République, vous ferez d'autres propositions. Avant les propositions, je vous invite plutôt à suivre, s'il vous plaît. Je vous invite à suivre. On n'a que 5 minutes. En 1 minute, il nous restera 4 pour des propositions à faire et qu'on aurait pu présenter. Le chef d'État, l'ancien Denis Soglo, a dû donner de la voix, disais-je, pour ceux-là qui n'ont pas pu suivre la portée de son message. Chers invités, permettez, nous allons pouvoir juste prendre quelques minutes, pour ne pas dire une exactement, de son intervention et on revient sur ce plateau. La régie. La République du Bénin et l'Afrique se réjouissent de l'intérêt constant et croissant que la République fédérale de l'Allemagne porte au développement et à la renaissance du continent africain. Mais il est dommage que le gouvernement dit de la rupture soit si allergique au dialogue, car on a peine à croire que 10 jours après que les anciens présidents Soglo du Bénin et Obasanjo de la République fédérale du Nigeria aient lancé l'appel de Cotonou en faveur d'une journée africaine commémorative de la traite négrière, le président du Bénin se fasse à Berlin, au sommet du G20, le chantre de la répression syndicale et de la précarité. On est passé de l'esclavage au servage et au salariat. Il faut traiter ces questions avec délicatesse, tact et humanité. Si le pouvoir est un révélateur de la personnalité, que dire alors du silence des collaborateurs et des organes de contre-pouvoir, de la société civile, de la presse, des formations politiques et religieuses, et surtout des syndicats? C'est pour ne pas tourner le dos aux vénérés acquis de la Conférence nationale souveraine de février 1990 que je lance à nouveau un appel à l'union, à la concorde et au dialogue, avant qu'il ne soit trop tard. Il est Kofi Dia à l'instant, le vice-président du Forum des anciens chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et ancien président béninois. Comme il le dit si bien, vous pouvez constater qu'on ne peut pas impacter des investisseurs en faisant l'apologie de l'embauche et en limitant le droit de grève. Ça a fait sourire derrière les autres, parce qu'ils savent que dans leur propre pays, il est permis aux salariés de gréver. Il aurait fallu aller sur quelle piste? Il aurait fallu simplement servir à ces investisseurs ce dont ils avaient le plus besoin. C'est-à-dire, chez moi, au pays, il y a une stabilité politique. Mes investisseurs nationaux sont protégés. C'est important, la stabilité politique. Oui, oui, c'est le socle même de la paix sociale. Et il y en a, la stabilité politique. Mais nos investisseurs béninois sont exilés, ils sont traqués, ils sont emprisonnés. C'est pourquoi ils rient. Ils se moquent de lui, en fait. Tes investisseurs sont en exil. D'aucuns sont en prison. D'autres disparus, portés disparus. Et tu nous demandes à nous autres, qui ne sommes pas
béninois de venir investir. Bon, on se dit que c'est votre interprétation, puisque le ministre des Affaires étrangères a annoncé qu'il y a des investisseurs allemands qui sont déjà intéressés par le Bénin. Vous avez suivi le ministre des Affaires étrangères? On aura le temps de constater l'arrivée et on aura le temps aussi de récolter. Je vais prendre la réaction rapidement du Dr Fidèle Sono, par rapport à l'intervention et à la projection à faire dans ce domaine. Oui, justement, il aurait pu ne pas communiquer sur ces éléments. Les éléments sur lesquels il faut communiquer, c'est effectivement l'environnement juridique et judiciaire. Et tout le monde sait aujourd'hui que nous avons une justice qui ne garantit pas l'impartialité des jugements à ceux qui sont aux justiciables. Et donc, lorsque je suis un investisseur étranger et je vois ce qui est arrivé au patron des patrons béninois, je n'ai pas envie forcément d'aller dans ce pays en tant qu'étranger. Il a aussi parlé de la stabilité politique. C'est très important. C'est des éléments sur lesquels on pourrait parler. Et lorsque les gens on sourit ou rit dans la salle. Moi, j'ai pas tout vu, j'ai pas vu l'audience, mais c'est parce que ils ont lu le rapport de la Banque mondiale sur Doing Business. Nous sommes en train de régresser. Nous avons perdu 2 points. Alors, s'ils ont ces rapports et que vous dites que l'environnement des affaires s'améliore, les gens, ils ont des raisons de rire. Mais quand le FMI donne patte blanche au Bénin. Écoutez, de toutes les façons, la Banque mondiale, le FMI, c'est les institutions de Bretton Woods et c'est bien le rapport de Doing Business qui dit que nous régressons sur le climat des affaires. Et le Togo, vous voyez, le président est rentré avec un contrat avec CMS. Nous, on est rentré avec quel contrat? C'est des promesses. Écoutez, moi, je veux bien que cela se réalise. Donc, les autres aspects, l'environnement judiciaire, juridique, la stabilité politique et la politique fiscale. Je vous ai déjà démontré ici que nous n'avons pas une politique fiscale incitative. Heureusement, d'ailleurs, que le gouvernement nous a écoutés et que maintenant, au moins la TPS, on l'a réduit à 150 000. Votre ultime adresse? L'ultime adresse, c'est que on puisse écouter aussi les voix dissonantes et même dissidentes parfois, parce que ça fait qu'on peut arriver à corriger un certain nombre de choses et communiquer sur les choses qui incitent véritablement. Oui, les Kofi Dia. Non, je n'ai pas d'adresse, je n'ai que des regrets, parce que l'après-talent, on va nous léguer un champ de ruines en matière d'humanité, de bien-être, d'état de droit bafoué, de liberté d'expression. Et est-ce qu'on n'a encore pas beaucoup de temps pour corriger tout ça? Il est Kofi Dia. Oui, on comprend. Chacun fait sa lecture, tel est l'entend. Mais au-delà de tout, il restera le Bénin. Il est Kofi Dia. Merci pour le passage sur ce plateau. Notre Fidèle Sono, ce fut également un plaisir. C'est chez les téléspectateurs 100% Bénin pour l'instant du jour. Ce sera tout énorme plaisir de vous savoir toujours disponible pour le Bénin. Que souhaiter que du bonheur et que demain soit meilleur. Encore 2 ans à faire, qui sait? Il faut toujours rêver le positif. Nous allons vous fausser compagnie cette fois-ci sur ces citations d'Albert Einstein. La vraie valeur d'un homme, dit-il, se détermine en examinant dans quelle mesure et dans quel sens il est parvenu à se libérer du moi et pas autre chose. Merci de savoir vous mirer pour chaque pas que vous posez, non pas pour vous, mais d'abord pour les autres. Pour une nation prospère, il paraît que ça compte. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt.